BFM Business, BFM Crypto, le club. Sandra Gandoin. BFM Crypto, le club. Je vous cache pas que cette émission-là, je l'attendais depuis longtemps. C'est un débat de gentleman qui va avoir lieu sur ce plateau du club BFM Crypto entre Jean-Marc Daniel, économiste, professeur émérite à l'ESCP et absolument contre Bitcoin et les crypto-monnaies depuis que je vous connais. Et même avant, Jean-Marc, ça n'a pas changé. Non, et l'histoire est en train de confirmer mon point de vue. Ça se chambre déjà énormément sur le plateau, je vous préviens tout de suite. Alexandre Stashchenko est en face de lui, directeur de la stratégie et de la communication chez Bitstack. L'un a été l'élève de l'autre. Je ne vous dis pas dans quel sens ça s'est passé. Et quoi qu'il arrive, ce sera un débat de gentleman sur ces questions de crypto. De votre côté, vous continuez à nous envoyer des questions sur cette adresse crypto@bfmbusiness.fr, des questions d'investissement, des questions de compréhension, des questions compliquées, des questions simples d'utilisation. On répond à toutes vos questions le jeudi. Je suis ravie de vous accueillir pour ce débat. Le club BFM Crypto, c'est parti. Et on va commencer par ce premier thème. Bitcoin a fêté ses 17 ans la semaine dernière. Alors je vais commencer par vous, Jean-Marc Daniel, parce que ça fait 17 ans en fait que vous êtes contre Bitcoin. Vous ne vous en êtes jamais caché. Là, ça fait 17 ans qu'il vit bien même. Comment vous avez évolué sur cette question au bout de 17 ans? C'est-à-dire qu'au bout de 17 ans, c'est lui qui a plutôt évolué. C'est-à-dire que quand il avait commencé sa carrière, sa vie, il nous était présenté comme une monnaie, comme une tentative de se substituer, non pas tellement à l'or qui a disparu il y a 50 ans, c'est-à-dire que l'or a disparu pratiquement au moment du G7, qui était un G6 à l'époque de novembre 1975. C'était il y a 50 ans, c'était le 15 novembre 1975, et les Européens ont été obligés d'accepter la suprématie du dollar à cette occasion, et donc le but du Bitcoin, c'était de d'ébranler cette suprématie, de devenir une forme d'or moderne, de véritable monnaie utilisable pour l'ensemble de la planète. Or, et de remettre en cause effectivement le monopole des banques centrales, qui était par nature contraire à l'esprit de l'économie de marché, qui est l'économie dans laquelle nous vivons. Et puis maintenant, c'est devenu un objet de spéculation. Et comme tous les objets de spéculation, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui fonde l'évolution de son cours? Est-ce que c'est la création de richesse qui est derrière, ou est-ce que c'est de la spéculation pure, c'est-à-dire, comme je le rappelle souvent, une formule de mon maître à moi, donc Ricardo, dont là c'est Maurice Allais, qui a été non pas mon professeur, mais enfin dont j'ai été le successeur à l'école des mines. Et donc Maurice Allais disait quelle est la différence qu'il y a entre un investisseur avisé et un spéculateur avide. Et la réponse, c'est 10 minutes. La différence, c'est le moment où ça se retourne. L'investisseur avisé, c'est celui qui est là tant que le cours monte. Et puis le spéculateur avide, c'est celui qui a conservé des positions alors que le cours s'effondre. Et donc là, je rappelle quand même que le cours du Bitcoin était, il y a 2 ans, à 35 000, un dollar valait 35 000, enfin un Bitcoin valait 35 000 $. On est monté à 125 000 il y a 1 mois et demi, 2 mois. Et là, je ne sais pas, nous allons peut-être assister en direct au passage du Bitcoin. Vous prenez des risques, Jean-Marc. Vous savez que ça vous coûte cher quand vous faites des paris de ce genre. On est d'accord, donc effectivement, sur l'évolution. Réponse d'Alexandre Stashchenko. Réponse, déjà, c'est de rappeler le contexte. On dit que Bitcoin a 17 ans. Donc effectivement, remettons-nous dans ce contexte d'il y a 17 ans. Ça part de quoi, Bitcoin? Ça part d'un anonyme sur Internet qui propose une solution à plusieurs problèmes. Et je vais citer directement les citations, comme ça on verra de quel problème on parle. Le 31 octobre, quand il publie son white paper, Satoshi Nakamoto nous dit: le problème, c'est que le commerce sur Internet repose désormais presque exclusivement sur les institutions financières qui font office de tiers de confiance pour le traitement des paiements électroniques. Ça, c'est le premier problème. Il n'a rien à voir avec les banques centrales, il est plus hostile à l'intermédiation financière. Il nous faut un système de paiement. C'est sa proposition de valeur initiale. À ce moment-là, il ne parle même pas des banques centrales. Il nous dit il nous faut un système de paiement pair à pair qui fonctionne sans intermédiaire. Ensuite, on a le lancement officiel, entre guillemets, le premier bloc de Bitcoin, janvier 2009. Et dans son ADN, on voit tout de suite la fameuse incorporation du titre du Times Magazine de l'époque, le chancelier sur le point de bail-out les banques pour la 2e fois. Donc directement, il y a un message politique, c'est effectivement, là on passe sur, on est hostile à ce système de banque centrale qui est inégalitaire, qui est mal foutu pour différentes raisons, etc. Et 1 mois plus tard, il enfonce le clou en disant, le problème fondamental des monnaies conventionnelles réside dans la confiance absolue qu'elles nécessitent pour fonctionner. Il est impératif de faire confiance à la banque centrale et de s'assurer qu'elle ne dévaluera pas la monnaie. Or, l'histoire des monnaies fiduciaire est jalonnée de violations de cette confiance. Donc maintenant, on regarde 17 ans après pour faire ce bilan ensemble avec Jean-Marc Daniel, puisque évidemment,
il y a le souhait, il y a la qualification d'actifs spéculatifs, et puis il y a le réel. Et le réel, évidemment, est violent, d'une certaine façon. Qu'est-ce qu'on a parcouru? Là, je vais juste faire un dézoom sur les 3-4 derniers mois. Le Luxembourg l'a ajouté à son fonds souverain. JP Morgan, qui a été hostile pendant des années, dit maintenant que c'est un actif de sûreté pour mettre des prêts collatéralisés en face. La prix Nobel de la paix dit que Bitcoin est nécessaire à sa survie. Deutsche Bank nous dit que finalement, ce sera incorporé dans les réserves des banques centrales comme actif de sûreté également d'ici 5 ans. Donc évidemment, c'est une projection, mais quand même, quel retournement pour l'industrie bancaire et pour les banques centrales. Les Américains peuvent en mettre dans leur plan d'épargne retraite. Vous avez les plus grands gestionnaires d'actifs qui, il y a encore 3-4 ans, disaient que c'était de la morora au carré, qui maintenant nous disent, en fait, il faut en allouer 2 à 5% dans votre portefeuille, voire pour certains, BlackRock, ce qui est plus intéressant que l'allocation, c'est le raisonnement. Ils disent c'est parce que c'est un actif risk-off, c'est un actif qui n'est pas risqué. On se prémunit d'un risque qui est beaucoup plus grand, qui est la dévaluation monétaire, qui est en fait en train d'arriver sous nos yeux. On est en pleine guerre monétaire que, Trump a officialisée. Et on peut même rappeler, c'est mon dernier point, le succès historique qui démontre la traction autour de Bitcoin, c'est le succès historique de l'ETF de BlackRock. Au-delà du fait que c'est un ETF qui a été bloqué pour des raisons juridiques un peu bizarres aux États-Unis pendant 10 ans, depuis qu'il a été lancé, il a pulvérisé littéralement tous les records de vitesse. C'est le premier qui a atteint 80 milliards d'actifs sous gestion en moins d'un an, ou un an à peu près, et surtout de performance. En moins de 2 ans, c'est devenu Bitcoin l'actif le plus performant du plus grand gestionnaire d'actifs de la planète. Donc, une fois qu'on a dit ça, en fait, Bitcoin n'a même pas atteint l'âge adulte, puisque c'est l'an prochain 18 ans, qu'il a déjà réussi tout ça à rentrer dans le top 10 des actifs mondiaux de façon pérenne. Et quand on dézoome, évidemment, il y a toujours des soubresauts dans le cours, on se rend compte qu'il ne va peut-être pas remplacer le dollar en 10 ans, personne ne s'y attendait de toute façon. En revanche, comme le disait récemment un grand professionnel de l'industrie financière, il est d'une résilience incroyable. Et même le secrétaire au Trésor américain le disait à l'anniversaire de Bitcoin, il démontre une résilience que personne n'attendait. C'est un actif très fort. Donc c'est ça qu'on peut dire au bout de 17 ans. C'est juste un actif spéculatif. Je pense que ça, c'est ignorer le réel. Jean-Marc Daniel, face à ces réalités, face à cet écosystème qui a énormément grossi, et particulièrement aussi cette année, vous répondez quoi? Je réponds d'abord, effectivement, ce qui est intéressant dans notre propos, c'est qu'on parle désormais d'actifs. Donc le projet initial, comme le rappelait Alexandre, c'était effectivement de de revenir à cette forme de monnaie qui était la monnaie avant les banques, avant la monnaie de crédit. C'est-à-dire, c'était l'or. D'ailleurs, toute la mythologie autour du Bitcoin est une mythologie qui est calée sur l'or. Oui, le minage, l'or numérique. Voilà, il y a une certaine quantité qui est fixe, de même que la nature ne contient forcément qu'une quantité à peu près prédéterminée d'or. Donc, il y a cette fascination pour l'or. Or, on est passé de cette fascination pour l'or qui était un objet monétaire en tant que tel, donc vécu comme objet monétaire, à l'idée d'un actif. Et alors, sur le fait que cet actif soit un actif très important par rapport aux actifs en dollars, les actifs en crypto-monnaie, grosso modo, c'est à peu près 3500 milliards de dollars en ce moment. Je rappelle que la dette publique américaine, c'est-à-dire les obligations qui sont mises sur le marché, représentent par les États-Unis en dollars, dans une monnaie qui est une monnaie reconnue, qui est utilisable à la surface de la planète, c'est 38 000 milliards de dollars. C'est moins de 10% de la dette publique américaine. Donc la plupart des gens se tournent plutôt, quand ils vont chercher une forme d'actifs un peu solide, un peu calculable, un peu prévisible, ils vont vers la dette publique américaine. Et puis, quand on regarde les banques centrales, je ne sais pas si les banques centrales vont se précipiter vers le Bitcoin, mais ce que je constate, c'est qu'elles sont en train de devenir le principal acteur du marché de l'or, parce qu'elles se remettent à acheter de l'or. Et on disait que c'était un problème de banque centrale asiatique, c'était l'Inde, c'était mais le premier acheteur d'or en ce moment, c'est la Banque centrale de Pologne. Mais vous noyez le poisson, Jean-Marc. Là, on parlait par exemple des États qui l'adoptent, je veux dire, dans leurs réserves stratégiques, qui sont sur plusieurs continents différents, dans des situations différentes. Est-ce que ça, c'est pas important, les réserves stratégiques de Bitcoin? Est-ce que c'est pas une avancée dans l'adoption, la confiance? Les réserves, c'est pas les États en tant que tels, c'est les banques centrales. Oui. Parce que les États, d'abord, ça fait pas de réserve, et puis la situation des États est telle qu'ils sont non seulement théoriquement en incapacité de faire des réserves, mais pratiquement tellement endettés qu'ils font pas des réserves. Mais les
banques centrales, effectivement, il y a des banques centrales qui essaient de diversifier leurs actifs, mais alors il y a des banques centrales qui ont, à un moment donné, qui s'étaient mis à acheter du tabac, il y a des banques centrales qui s'étaient mis à acheter des biens qui étaient matériels. Là, il y a une espèce d'effet de, je dirais, non pas de mode, mais d'effet de communication. On va mettre un peu de Bitcoin, puisque tout le monde parle de Bitcoin, mais encore une fois, les banques centrales, quand elles achètent en ce moment de quoi reconstituer leurs réserves hors du dollar, elles achètent plutôt de l'or que des crypto-monnaies. J'ai deux choses à dire. La première, c'est de reprendre une phrase quasiment mot pour mot d'un cadre de Wells Fargo il y a quelques années qui disait « J'ai rarement vu une mode qui dure 17 ans ». Donc c'est un petit peu, ça fait 17 ans qu'on entend que c'est une mode. À partir de combien d'années c'est plus une mode? C'est ça la question. En fait, on peut renverser l'accusation. C'est peut-être que dans 20 ans, on aura encore des gens pour nous dire mais c'est une mode. De la même façon qu'en fait, si on extrapole, bon, en gros, l'or est une mode depuis 3000 ans. Très bien, mais donc du coup, c'est plus une mode. La deuxième chose, c'est que sur cette partie stockage en banque centrale ou stockage pour les États, peu importe, en fait, dans la qualification de monnaie, souvent, il y a le poisson est noyé parce qu'on redirige vers la fonction de moyen de paiement. Alors, fonction sur laquelle je rappelle qu'aujourd'hui, le système de paiement Bitcoin fait plus de valeur de transaction que Visa. Donc, il est déjà compétitif également sur ce volet-là. Mais soit, supposons qu'il ne le soit pas pour, par exemple, les paiements du quotidien. Ce qui est le cas, c'est surtout pour des transactions internationales qu'il est utilisé. C'est oublier que la monnaie, c'est aussi un actif de réserve. C'est aussi une réserve de valeur. Or, Jean-Marc Daniel le disait tout à l'heure, toutes les personnes qui veulent de la sûreté se dirigent vers le dollar américain ou les obligations américaines. Pas du tout. Il n'y a aucun autre actif dans le monde que les monnaies fiduciaires pour lequel je peux vous mettre ma main à couper que chaque jour qui passe, je perds du pouvoir d'achat. Je ne peux pas vous le faire pour une action, je ne peux pas vous le faire pour l'or, je ne peux pas vous le faire pour du bois ou du pétrole. Je peux vous mettre ma main à couper que si j'achète du dollar, l'an prochain, j'ai moins de pouvoir d'achat. Et l'année d'après encore moins, et l'année d'après encore moins. Donc, les monnaies fiduciaires aujourd'hui ne remplissent même pas la définition de la monnaie parce qu'elles ne sont pas des réserves de valeur. Elles sont des meilleurs moyens de paiement. Et l'or a été démonétisé notamment pour cette raison, c'est qu'il est tellement peu pratique à utiliser comme moyen de paiement qu'il a été finalement stocké dans des coffres et donc dévoyé et donc on a mis de la monnaie fiduciaire. Le Bitcoin, c'est de l'or en mieux parce qu'il vient avec ce système de paiement qui est nativement numérique. Je peux prendre mon téléphone et envoyer des bitcoins en Malaisie, là maintenant, dans 10 minutes, c'est arrivé. Ce n'est pas possible avec le système fiduciaire traditionnel. Sur cette alternative-là, Jean-Marc Daniel, est-ce que ce n'est pas convaincant, malgré tout, la perte de la valeur des monnaies? Est-ce que ce n'est pas une alternative intéressante, ou en tout cas qui est quand même en train d'être adoptée? Alors, il est évident que le système financier, à l'heure actuelle, ne répond pas à cette attente, ne répond pas à cet objectif qu'il a d'ailleurs affiché, qui est de maintenir le pouvoir d'achat tout en indiquant qu'il va accepter 2% d'inflation par an. Vous ne pouvez pas dire à des gens que vous allez maintenir leur pouvoir d'achat, assurer la stabilité monétaire, lutter contre l'inflation et dire que vous acceptez 2% d'inflation par an, parce que là, effectivement, vous perdez du pouvoir d'achat. Et donc, la réponse, c'est que les gens gardent de moins en moins de valeur sous forme de monnaie pure, c'est-à-dire le bas de laine, le grand fantasme de la thésaurisation des sacs de billets et tout ça, c'est sous forme d'obligation. Et donc, le véritable enjeu, c'est effectivement, est-ce que les taux d'intérêt qui sont portés par les dettes publiques qui sont affichées à la surface de la planète permettent effectivement de compenser l'érosion monétaire pour être en situation de garantir cette réserve et cette possibilité de projeter du pouvoir d'achat dans le temps. Alors, on a eu cette période du quantitative easing qui a été délirante, effectivement, et qui est normale. Il va revenir. Et donc, cette période du quantitative easing, sauf que, effectivement, la période du quantitative easing passée, elle était double peine, c'est-à-dire taux d'intérêt très bas et garantie pour les États de pouvoir utiliser la Banque centrale comme acheteur en dernier ressort de leur dette publique. Là, on est plutôt dans une phase où on remonte les taux d'intérêt et on dit aux États, méfiez-vous. Sauf que là, on le voit bien, dans la situation de la dette publique américaine, on est arrivé à un tel niveau que la Réserve fédérale dit, de toute façon, je rachèterai, vous ne faites pas d'illusions, je finirai bien par acheter. Je ne vais pas obliger l'État américain à prolonger ses shutdowns à répétition. Il y a un moment où je rachèterai. Donc, le véritable enjeu, c'est combien de temps, effectivement, ce quantitative easing va maintenir, malgré tout, des taux d'intérêt relativement élevés. Je pense qu'on est plutôt dans une période où ça va être le cas. Quant au destin du Bitcoin, on l'a bien dit, effectivement, il n'est pas utilisé dans les transactions courantes. Pourquoi il n'est pas utilisé dans les transactions courantes? D'abord parce que les sommes qu'il représente maintenant sont monstrueuses. Arriver dans un commerce pour acheter une douzaine d'œufs avec un Bitcoin, comme c'est divisible. C'est divisible. Alors on peut le diviser, mais ça suppose effectivement d'avoir des espèces d'opérations très compliquées pour que les gens réalisent effectivement ce qui se passe. Mais il n'est pas utilisé d'abord parce qu'il est très volatile. Encore une fois, on ne sait pas très bien
pendant une semaine si on le garde en se disant je vais réaliser un achat la semaine prochaine, donc on ne sait pas comment ce sera. Et puis, c'est illégal. Et donc, un des destins aussi du... Comment ça, c'est illégal? Mais C'est la fake news répétée depuis longtemps par Jean-Marc C'est Daniel. illégal, Jean-Marc. Mais la monnaie dans tous les pays, c'est la monnaie nationale définie par la Banque centrale. C'est une monnaie alternative qui est acceptée. Non, elle n'est pas acceptée. Si, et donc, ça n'interdit pas Il y de a des payer autrement. systèmes de paiement qui ont été mis en place. Il y a des systèmes de... C'est juste qu'on est obligé de payer ses impôts dans la monnaie légale, mais ça n'interdit pas les agents économiques de faire des contrats dans autre chose avec un autre moyen de paiement. Ah, mais si. D'ailleurs, la Banque de France pourchasse les gens qui prétendent utiliser d'autres symboles et d'autres signes que l'euro. Dernière nouvelle, la Banque de France n'est pas législateur, mais Non, mais elle utilise la loi, et la loi est claire. La monnaie de la France, c'est le code monétaire et financier que je brandis régulièrement dans les émissions sur le Bitcoin, dit bien que la monnaie de la France, la monnaie dans laquelle sont libellés les échanges en France, c'est l'euro. Mais pourquoi? Alors, si c'est illégal, comment se fait-il que la fiscalité française soit très claire sur ce qui se passe dans le cas d'un achat en Bitcoin en France? Non, mais elle considère que ce n'est pas une monnaie, elle considère qu'il n'y a pas d'échange, elle considère que c'est un actif, et donc à partir de ce moment-là, elle va le traiter comme étant un actif. Mais elle ne va pas le considérer comme étant un moyen de réaliser des opérations qui sont des opérations de nature commerciale. Dans la fiscalité française, on dit qu'il y a fait générateur d'impôt lorsqu'il y a conversion contre un bien ou un service lors d'un achat. Donc c'est bien considéré qu'on peut l'utiliser pour faire des achats. Non, mais on peut l'utiliser. Encore une fois, on l'achète pour faire un actif et ensuite on va l'échanger de nouveau contre une autre monnaie, donc pour transformer cet actif en un autre actif. Non, le cadre français, c'est que si je vais acheter ma baguette en Bitcoin, pour moi, j'ai un fait générateur d'impôt, même si le boulanger ne le reconvertit pas en euros. Parce que j'ai converti la valeur d'un bien service libellé en euros, parce que c'est la monnaie légale, mais je l'ai acheté en Bitcoin, j'ai donc fait une plus-value, donc je suis soumis à fiscalité. Ça, c'est prévu dans le cadre français. Donc, pour le coup, alors après, on ne va pas passer 2 heures dessus, mais c'est pas vrai. C'est pas illégal en France, c'est pas illégal en Europe, c'est pas illégal aux États-Unis. On va passer à une autre évolution de l'écosystème et la fulgurance. Vous n'avez pas le droit de payer dans un magasin normalement en dollars. Si vous arrivez avec des dollars, le magasin vous dit je ne vous prends pas. C'est juste que le magasin a le droit de le refuser. Oui, je ne vous prends pas. S'il veut le refuser, il a le droit. Mais si vous le voulez payer et que le commerçant dit je veux bien des dollars, il y a plein de pays dans lesquels la société est dollarisée et ils acceptent il y a des pays où c'est dollarisé, j'entends bien. Oui. Passons à un autre sujet un petit peu lié, le développement incroyablement rapide des stablecoins, majoritairement aux États-Unis, souvent adossés au dollar, 96-97%. J'ai entendu 96 sur ce plateau hier, c'est pour ça que je me dis qu'il y a un petit espoir. C'est dans cette ordre de grandeur. Avec une réglementation très favorable aux États-Unis. Est-ce que ce mode de crypto-là, vous le trouvez intéressant pour certaines transactions, Jean-Marc, ou pour vous, c'est pareil? C'est pas... Non, mais c'est l'aveu d'un échec du Bitcoin et des crypto-monnaies. S'il faut aller chercher la confiance, la référence dans les monnaies qui sont sur la table, ça veut dire que l'objet Bitcoin, l'objet crypto-monnaie, n'a aucune crédibilité. Il devient crédible parce qu'il est adossé, parce qu'il est susceptible d'être échangé systématiquement contre... Pour vous, c'est encore un argument supplémentaire de l'échec du système Bitcoin? C'est un constat d'échec. C'est un constat d'échec. On est obligé d'aller chercher une béquille pour essayer de faire maintenir le système. Donc là, pour moi, c'est un constat d'échec clair. Alexandre. Alors, 2 éléments. Le premier, c'est les stablecoins sont un concurrent plus sérieux face au Bitcoin que les monnaies fiduciaires sans stablecoin. Parce que les stablecoins, c'est la forme d'intermédiaire entre le meilleur des deux mondes à l'heure actuelle. C'est-à-dire, pour tous les gens pour lesquels les monnaies fiduciaires sont encore l'encre de référence, c'est à la fois rester sur l'encre de référence, mais tout en profitant de la puissance de la technologie Bitcoin. Donc, ce n'est pas un aveu d'échec, c'est aujourd'hui un concurrent très sérieux, mais ça montre au contraire la puissance de la techno. C'est-à-dire que, encore une fois, faisons la comparaison entre envoyer des dollars en Malaisie ou au Congo ou en Argentine via le système bancaire traditionnel versus via les stablecoins. Il n'y a pas photo. Il y en a un, c'est peut-être 5 jours ouvrés, 10 jours ouvrés, 10% de frais sur la transaction, etc. Et il faut être bancarisé, etc. L'autre, c'est en 10 secondes à l'autre bout de la planète pour quelques euros, voire quelques centimes de frais. Donc, il n'y a pas photo en termes de puissance de la technologie, de puissance de ce que ça permet de faire. Je reviens sur la première phrase de Satoshi Nakamoto, c'est la partie système de paiement pair à pair. On a supprimé l'intermédiaire et donc c'est puissant en termes de délai et de frais. Maintenant, effectivement, dans les endroits dans lesquels la confiance dans le système bancaire et financier et monétaire s'est effondrée, je citais évidemment l'Argentine de façon complètement non innocente, on pourrait citer le Liban, la Turquie, l'Iran, enfin il y en a des tonnes. Dans ces pays-là, la défiance envers la monnaie traditionnelle fait que la priorité des gens, c'est pas en soi d'aller vers Bitcoin, c'est de fuir la monnaie locale.
Et le réflexe pavlovien inscrit, par exemple, chez les Argentins depuis 20 ans, c'est pas le Bitcoin, puisqu'il y a 20 ans, il n'y avait pas de Bitcoin. Donc les gens qui subissent ça depuis 20 ans, 30 ans, leur réflexe, c'est d'aller chercher du dollar, qui lui-même est contrôlé en règle générale par des contrôles d'échange, des protections sur les fuites des capitaux, etc. Donc s'ils ont accès à du stablecoin dollar, pour eux, ce sera un réflexe plus naturel que d'aller vers le Bitcoin. Mais en revanche, le fait que le Bitcoin prenne quand même dans ces endroits-là montre que c'est quand même une proposition de valeur supplémentaire, parce que le stablecoin, c'est la puissance de la technologie, mais en restant censurable et sur le dollar, alors que le Bitcoin, c'est la puissance de la technologie, l'incensurabilité et une alternative monétaire hors du système fiat. Et on sait que les stablecoins sont très utiles, effectivement, dans cette situation des échanges transfrontaliers notamment. De ce point de vue-là, pas de notre point de vue d'Européens, Jean-Marc. Est-ce qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant pour ces pays-là? Est-ce qu'il y a quelque chose à récupérer dans tout ça, finalement? Est-ce que je vais vous réussir à vous le faire dire? On veut un mot positif. Non, alors, il y a deux éléments dans ce qui vient d'être dit. Le premier élément, c'est la fascination pour la technologie. Donc, en 17 ans, la technologie n'a pas failli. Et donc, c'est un point positif. Mais est-ce que la technologie bancaire, qui est en concurrence, est en situation d'être aussi faible par rapport à la technologie autour des crypto-monnaies qu'on le raconte? La technologie bancaire, elle s'améliore régulièrement, et donc les comptes courants sont quand même relativement protégés. Pas dans ces pays-là. Non, pas dans ces pays-là, d'une façon générale. Là, je vous demande pour ces oui. pays-là. Bon, et pour ces pays-là, effectivement, le véritable enjeu, c'est de trouver quelque chose qui soit stable. Et ils sont dollarisés. C'est-à-dire que vous pouvez aller dans un magasin à Beyrouth, il va vous prendre les dollars sans problème. Si vous commencez à lui dire qu'on va faire des transferts de Bitcoin et tout ça, il va vous regarder avec des grands yeux. Il va vous prendre des stablecoins. Parce que si vous lui proposez des dollars alors que son compte bancaire est fermé, il ne va pas accepter grand-chose. Ah ben si vous lui proposez des dollars en cash, c'est possible. En cash, il prend le cash, il n'y a aucun problème. Et donc, le cash dollar est beaucoup plus utilisé dans ces pays où la monnaie s'est effondrée que toutes ces techniques de stablecoin qui consistent à dire c'est du dollar sans être du dollar tout en étant du dollar, mais rassurez-vous, c'est quand même hyper protégé par une technologie que personne ne comprend. Non, le bon vieux cash, le billet de $100, c'est absolument incomparable. On va pas y arriver, Alexandre. Une dernière question, il nous reste 4 minutes, soyez sages et respectez ce temps. La cotation. Pardon, vous êtes en train de me perturber, Jean-Marc Daniel. La prise en main du sujet par les politiques, Éric Ciotti qui s'en est emparé, la place qu'est en train de se faire, Bitcoin particulièrement, dans le débat politique. Vous avez 1 minute 30 pour nous dire ce que vous en pensez, Jean-Marc. Est-ce que ça peut faire avancer ce sujet simplement dans les prochaines années? Là, c'est comédien. Là. Encore une fois, vous avez 3500 milliards d'enjeux. La dette publique américaine, c'est 11-12 fois plus. Donc, les enjeux financiers ne sont pas là. Donc, ça fait partie d'un discours qui se veut moderne. Ça fait jeune de s'intéresser au Bitcoin. C'est de la com, c'est pour prendre des électeurs. Je ne voudrais pas paraître caricatural, mais on voit bien qui a été le professeur de qui, donc c'est un problème de génération aussi. Ah oui, d'accord. On y va. Alexandre, allez, pour finir. Non, pas en termes sur le fond, mais sur l'aspect physique. Hein. C'est sur la couleur de mes cheveux. Et mon absence de cheveux. Jean-Marc Daniel prend toujours la référence, déjà, ça psychologiquement, c'est un biais d'ancrage. C'est-à-dire dire que quelque chose n'est pas pertinent parce que la dette américaine est supérieure, alors que littéralement, dans le monde, il n'y a rien de supérieur à la dette américaine, ça voudrait dire, par définition, que tout le reste n'est pas pertinent. La capitalisation de Bitcoin, en gros, c'est à peu près autant que celle de la dette de la France. Bon, est-ce que du coup, d'un seul coup, ça devient beaucoup plus pertinent d'en parler, sachant que la dette de la France, voilà, on n'a pas à rougir devant la taille de notre dette non plus. Sur la partie politique, pour moi, ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, c'est la suite de ce que j'ai dit en introduction. C'est-à-dire que quand on est politicien, il y a un côté, à un moment donné, le marché électoral, il punit. Si jamais on ne traite pas un sujet pour lequel, en France, c'est 10% des électeurs, aux États-Unis, c'est 20% des électeurs qui ont des cryptos, on finit par être exclu de son marché électoral et à perdre des élections. Donc aujourd'hui, ça devient un facteur discriminant pour les politiques. Donc ça veut dire que ce qui était encore quelque chose de marginal il y a quelques mois, aujourd'hui, on le voit par exemple sur le sujet du rachat de la filiale d'EDF par l'américain Mara, on voit que se sont positionnés des gens à l'extrême droite, à droite, au centre, M. Latombe au Modem, maintenant également à LFI, puisque M. Tavel s'est positionné en faveur de plutôt la préservation d'Exaïon pour la France. M. Hollande s'était positionné il y a un certain temps, alors pas sur Exaïon, mais sur le minage en particulier. Donc maintenant, ça fait consensus au-delà des clivages partisans. C'est une très bonne nouvelle, et je pense que ils sont en train, c'est un peu curieux, mais je pense qu'ils avalent une pilule dont ils n'ont pas tout à fait conscience de là où elle mène, parce que c'est quelque chose que j'ai déjà dit il y a plusieurs années, mais je pense que le Bitcoin survivra clairement à l'euro,
parce que l'euro, pour le coup, a des fondations qui sont 100 fois moins solides que le Bitcoin. C'est une forme d'union qui a été faite de pansement entre des pays qui n'ont pas les mêmes intérêts, pas les mêmes ambitions. Et donc, je pense qu'on verra la fin de l'euro avant de voir la fin du Bitcoin, clairement. 1 minute, Jean-Marc. 1 minute, je pense quand même que dans le spectre politique, il y en a qui devraient être radicalement contre, ce sont les écolos, parce que vu la quantité d'énergie que consomme le Bitcoin... Vous savez qu'on se met sur les énergies renouvelables et qu'on cherche le meilleur prix. C'est pas l'avis de la science aujourd'hui, donc après, voilà, on est libre de dire ce qu'on veut sur un plateau. C'est quand même aujourd'hui, la littérature scientifique dit l'inverse, pour que les gens qui nous écoutent le sachent, c'est qu'on a à peu près 90% des études revues par les pairs, par des académies sur le sujet, je passe de Cornell à Cambridge en passant par tous les autres, qui disent l'inverse, qui disent qu'il faut accélérer le déploiement de Bitcoin pour aider la transition énergétique. Le cours du Bitcoin est resté stable pendant cette émission. Voilà, exactement. Vous ne pourrez pas vous targuer de l'avoir fait descendre. J'ai une solution pour vous, c'est d'arrêter de regarder le cours et de regarder que des pattes 5 ans, et vous verrez que la vie va beaucoup mieux. Merci à tous les deux. On le refera, ce débat. C'est évidemment passionnant de vous entendre. Jean-Marc Daniel, économiste, professeur émérite à l'ESCP. Alexandre Stachenko, directeur de la stratégie chez Bitstack. Merci à tous les deux. Je vous laisse entre les mains de BFM Bourse. C'est l'heure. Passez une très bonne journée sur BFM Business. BFM Business, BFM Crypto, le club.